Voici donc la liste des repères. Absolu relatif, abstrait concret, en acte en puissance, analyse synthèse, cause fin, contingent nécessaire possible, croire savoir, essentiel accidentel, expliquer comprendre, en fait en droit, formel matériel, genre espèce individu, idéal réel, identité égalité différence, intuitif discursif, légal légitime, média immédiat, objectif subjectif, obligation contrainte, origine fondement, persuader convaincre, ressemblance analogie, principe conséquence, en théorie en pratique, transcendant immanent, universel général particulier singulier. Le texte suivant est intitulé Les repères. L'étude méthodique des notions est précisée et enrichie par des repères auxquels le professeur fait référence dans la conduite de son enseignement. Il y a lieu de les formuler explicitement pour en faciliter l'appropriation par les élèves. Chacun de ces repères présente deux caractéristiques. Il s'agit d'une part de distinctions lexicales opératoires en philosophie, dont la reconnaissance précise est supposée par la pratique et la mise en forme d'une pensée rigoureuse, et, d'autre part, de distinctions conceptuelles accréditées dans la tradition et, à ce titre, constitutives d'une culture philosophique élémentaire. Les distinctions ainsi spécifiées présentent un caractère opératoire et, à des degrés variables, transversal, qui permet de les mobiliser progressivement en relation avec l'examen des notions et l'étude des œuvres, ainsi que dans les divers exercices proposés aux élèves. Par exemple, la distinction cause-fin peut être impliquée dans l'examen des notions de vérité, d'histoire, de liberté, d'interprétation, de vivant, ou la distinction idéal-réel peut intervenir dans celui des notions d'art, de religion, de liberté, de bonheur, etc. C'est aussi pourquoi ces repères ne feront en aucun cas l'objet d'un enseignement séparé, ni ne constitueront des parties de cours. Le professeur déterminera à quelles occasions, et dans quel contexte il en fera le mieux acquérir par les élèves l'usage pertinent, qui ne saurait se réduire à un apprentissage mécanique de définition. Les sujets donnés à l'épreuve écrite du baccalauréat porteront sur les notions et sur les problèmes qu'elles permettent de poser, l'un des sujets le faisant au travers d'une explication de texte. La structure du programme autorise que ces sujets puissent recouper divers champs pourvu qu'ils présentent un caractère élémentaire et qu'au moins une des notions du programme soit clairement identifiable par l'élève dans leur formulation. Ils ne prendront pas directement pour objet les distinctions figurant dans la liste des repères, ce qui n'exclut pas, bien entendu, qu'elles soient utilisées dans leur formulation. La maîtrise de ces distinctions permettra au candidat de mieux comprendre le sens et la portée d'un problème et de construire sa réflexion pour le traiter. Voyons en détail ces repères. Que signifie-t-il? Absolu relatif. Est absolu ce qui ne dépend de rien d'autre que de lui-même pour exister, et relatif ce qui n'existe qu'en relation avec une autre chose. L'absolu, c'est ce dont l'existence ou la réalisation ou la valeur est indépendante de toute condition de temps, d'espace, de connaissance. Le relatif, c'est au contraire ce qui devrait être comparé avec la moyenne des notions, des choses ou des êtres de même espèce et ne peut être évalué en soi d'une façon indépendante. Abstrait concret. Est concret ce qui peut entrer dans l'expérience subjective, une sensation de douleur, de froid ou de chaud. Une expérience objective, la mesure d'un objet, d'un phénomène, en physique ou en biologie. Est abstrait ce qui est de l'ordre du pur concept, la nécessité, le temps, les nombres, les idéalités mathématiques, les idées en général. L'abstrait est le résultat d'une opération d'isolement par analyse d'un ou plusieurs éléments du tout dont ils font partie, de manière à les considérer en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Le concret est au contraire ce qui se rapporte à la réalité considérée dans sa totalité. En acte, en puissance. Ce qui est en puissance est potentiel, mais n'attend que le mouvement du temps pour s'exprimer. Ce qui est en acte manifeste concrètement la potentialité. L'artiste qui dort n'a de talent que potentiel. Quand il dessine, il exprime en acte son talent. L'acte, c'est la manifestation concrète des pouvoirs d'agir d'une personne, de ce que fait une personne. En ce sens, acte est synonyme d'action. Le dictionnaire fait également référence à la signification métaphysique. Est en acte ce qui existe réellement avec toutes ses déterminations et tous ses pouvoirs. La puissance est la faculté ou la capacité de produire un effet. Au sens métaphysique, être en puissance, c'est être potentiellement ou virtuellement susceptible d'acquérir telle ou telle détermination. Analyse, synthèse.
Analyser, c'est décomposer un tout, un objet, un phénomène en ses parties, ses composantes. Une synthèse consiste à rétablir le tout en rassemblant les parties. L'eau est analysée en H2O et séparée par électrolyse. En enflammant le mélange, on rétablit le tout. L'analyse, c'est la décomposition d'une chose en ses éléments. C'est l'examen permettant d'isoler ou de discerner les différentes parties d'un tout. Dans le domaine de la morale et de la psychologie, l'analyse est l'examen qui cherche à saisir les mobiles et ou les motifs profonds d'un état ou d'un processus. La synthèse, c'est l'opération par laquelle on procède du simple au complexe, des éléments au tout, de la cause aux effets. Dans un sens plus étroit, c'est le procédé, l'opération qui consiste à unir, à faire fusionner des éléments différents pour obtenir un tout, un nouvel élément cohérent. Cause-fin. Une cause est ce qui détermine l'apparition d'un phénomène appelé effet, de telle sorte que si la cause n'était pas apparue, l'effet ne serait pas apparu non plus. La représentation de la nature dominée par la causalité est le paradigme mécaniste. La fin est ce qui poursuit à titre de but un processus ou une fonction. L'œil est fait pour voir. Il existe une interprétation de la nature dominée par la finalité, le paradigme finaliste. La distinction entre les sciences de la nature et les sciences humaines peut se marquer entre explication à caractère causal et interprétation à caractère plutôt finaliste. La conscience vise par nature des fins sous la forme d'une visée intentionnelle. La cause est ce qui produit un effet. Elle est souvent identifiée aux notions de principe et d'origine. La cause est ce qui fait que des choses ou des êtres sont. La fin est, dans le sens le plus courant, ce qui constitue la limite d'une durée, mais c'est aussi le terme de quelque chose, au sens d'un but. C'est l'objectif que l'on se fixe, ce à quoi tend un projet, une action accomplie d'une façon délibérée. Contingent nécessaire possible. Est nécessaire ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, et contingent ce qui pourrait être autrement sans contradiction, et possible ce qui pourrait exister sans contradiction. Est contingent ce qui est susceptible d'être ou de ne pas être, de se produire ou de ne pas se produire. Est nécessaire ce qui ne peut pas être ou ne peut pas être autrement. Est possible ce qui peut être, exister, se produire, ce qui est faisable, réalisable. Croire, savoir. Croire, c'est admettre que, sans pour autant disposer des raisons. Savoir, c'est disposer de justifications en raisons qui peuvent être exposées, concernant la nature d'un objet, le connu. Croire quelqu'un, c'est attacher une valeur de vérité, ajouter foi à ce que dit une personne. C'est estimer vraies ses paroles. Croire quelque chose, c'est tenir cette chose pour véritable. Il faut distinguer entre croire de manière absolue, c'est-à-dire accepter des vérités certaines comme vérité par adhésion de l'esprit ou par acte de volonté, et croire au sens, affaibli, d'avoir une opinion. Savoir, c'est appréhender par l'esprit, avoir la connaissance complète ou pouvoir affirmer l'existence de quelque chose. Essentiel, accidentel. L'essentiel est ce qui caractérise une chose dans sa nature propre, ce qui ne peut en être détaché. Il est dans l'essence même du feu de brûler. L'accidentel accompagne une chose, un phénomène, mais pourrait ne pas être là sans que cela soit une gêne dans son processus. Chercher l'essentiel, c'est repérer ce qui est important, par rapport à ce qui est secondaire. Est essentiel ce qui relève de l'essence. Dans son sens le plus propre, l'essence, c'est ce qu'un être est. Plus couramment, l'essence est le caractère ou qualité propre et nécessaire d'un être. C'est l'ensemble des caractères constitutifs de quelque chose. Est accidentel ce qui est de l'ordre de l'accident, au sens où cela n'appartient pas à l'essence d'une chose. Expliquer, comprendre. Une explication décompose un phénomène en cherchant ses causes et ses lois. Elle est objective, la compréhension est subjective. Elle est saisie d'une intention, d'une motivation, elle prend avec soi. Expliquer, c'est faire comprendre quelque chose par un développement, une démonstration écrite, orale ou gestuelle. Autrement dit, c'est renseigner, faire connaître quelque chose par un développement détaillé ou encore éclaircir, rendre compréhensible ce qui a un sens vague, obscur ou inconnu. En un sens quelque peu différent, expliquer signifie faire connaître la raison, l'origine ou la cause de quelque chose. Comprendre, c'est avoir, élaborer, recevoir dans son esprit la représentation nette d'une chose, d'une personne. C'est aussi saisir intellectuellement le rapport de signification qui existe entre tel signe et la chose signifiée. Enfin, se faire une idée claire des causes et des conséquences qui se rattachent à telle chose et l'explique. En fait, en droit. Le fait, c'est ce qui est et ce qui se pratique communément. Le droit, c'est ce qui devrait être, ce qui est conforme à une règle. L'expression « en fait » signifie « dans les faits ». Elle exprime ce qui est effectif, ce qui existe,
ce qui constitue la réalité. L'expression en droit désigne par opposition ce qui est légitime, légal, indépendamment de toute considération d'existence. Formelle matérielle. La forme est comme le contenant, la matière est comme son contenu, la beauté du buste est dans sa forme, le marbre est sa matière. Et formelle ce qui est relatif à la forme. La forme, c'est l'ensemble de traits caractéristiques qui permettent à une réalité concrète ou abstraite d'être reconnue, et matériel ce qui est relatif à la matière. La matière, dans son opposition à la forme, c'est l'élément déterminable dont une chose est faite, ou les données de l'expérience sensible, ou encore le contenu de ce qui peut être un objet de pensée. Genre, espèce, individu. Le genre est la classe générale qui se subdivise en espèces. Dans l'espèce, l'élément fondamental est l'individu. Toute classification se sert de ces catégories. Raisonnement en termes de théorie des ensembles. Genre et espèce sont des idées générales, des classes d'êtres ou d'objets qui possèdent un ou plusieurs caractères communs. Dans la classification des êtres vivants, le genre est le niveau situé sous la famille et au-dessus de l'espèce. Un individu est un être concret, donné, dans l'expérience, possédant une unité de caractère et formant un tout reconnaissable. En biologie, un individu est un être organisé, vivant d'une existence propre et qui ne peut être divisé sans être détruit. Idéal réel. L'idéal est ce que la pensée pose comme un but à atteindre. Le réel est ce qui est, assez loin de ce que l'idéal promet. Est idéal ce qui n'a d'existence qu'intellectuelle, sans pouvoir être perçu par les sens. Est réel ce qui existe d'une manière autonome, ce qui n'est pas un produit de la pensée. Identité, égalité, différence. L'identité désigne ce qui constitue le même, en opposition à l'altérité qui désigne l'autre. La différence s'oppose à l'unité. L'égalité est un principe qui pose une équivalence entre individus différents. L'identité désigne d'abord le caractère de deux ou plusieurs êtres identiques, identité qualitative, spécifique, abstraite. Ensuite, le caractère de ce qui, sous des aspects et dominations divers, ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et même réalité, identité numérique concrète. Puis, caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même, à travers le temps, identité personnelle. Une différence est un caractère qui, dans une comparaison, un ordre, distingue un être ou une chose d'un autre être, d'une autre chose. Enfin, l'égalité désigne donc le fait de ne pas présenter de différence quantitative, par exemple l'égalité des salaires, puis le fait de ne pas présenter de différence de qualité de valeur, exemple l'égalité des chances. Intuitif discursif. Est intuitif ce qui est appréhendé directement par le voir de l'intelligence, et discursif ce qui est le produit de la médiation d'un raisonnement. Est intuitif ce qui est objet d'intuition, participe à l'intuition ou s'accompagne d'intuition. L'intuition est une connaissance directe et immédiate qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence qui servira de principe et de fondement au raisonnement discursif. Légal, légitime. Est légal ce qui est conforme à la loi, légal s'oppose à illégal. Est légitime ce qui est raisonnablement justifié, légitime s'opposant à illégitime. Est légal ce qui est conforme à la loi, à la législation, ce qui est prévu, désigné par la loi. Est légitime ce qui est conforme au droit positif ou ce qui est conforme à l'équité, ce qui est fondé sur la morale, le droit naturel, la loi divine. Média immédiat. Et média ce qui enveloppe un cheminement, une médiation, donc un intermédiaire entre ceci et cela. Est immédiat ce qui est présent sans distance, sans intermédiaire. Et média ce qui n'est pas en rapport avec autre chose ou qui ne s'effectue que par un intermédiaire. Est immédiat ce qui ne comporte ni agent ni moyen intermédiaire. Objectif subjectif. Est objectif ce qui appartient à l'ordre de l'objet et peut être reconnu par un consensus d'expérience en commun, et subjectif ce qui est le privilège des vécus du sujet et n'est connu que de lui seul. Est objectif ce qui existe en soi indépendamment du sujet pensant. Plus généralement, est objectif ce qui fait référence à la réalité extérieure, indépendante des consciences. Est subjectif ce qui est propre à un sujet déterminé qui ne vaut que pour lui seul, synonyme individuel. Ou encore ce qui ne correspond pas à une réalité, à un objet extérieur mais à une disposition particulière du sujet qui perçoit. Obligation, contrainte. Une obligation est une règle que je suis à même de reconnaître et d'accepter de moi-même. Une contrainte est une restriction physique de la liberté. Une obligation est un lien moral, religieux ou social, une nécessité ou un devoir par lequel on est tenu de faire ou de donner quelque chose. Une contrainte est une violence physique ou morale exercée contre une personne afin de l'obliger à agir contre sa volonté. Origine, fondement.
Le problème de l'origine des choses est celui du mythe et de son interprétation. La question du fondement relève, elle, de la justification que la raison est à même de proposer quant à l'élucidation ultime des phénomènes. L'origine est le point de départ, le commencement, la première apparition ou manifestation d'un phénomène. C'est la phase primitive d'une histoire, le stade initial d'une réalité qui évolue. En un second sens, l'origine est ce qui détermine, ce qui provoque l'apparition d'un phénomène. C'est la cause de celui-ci. Le fondement, dans son sens le plus général, est ce qui sert de base, d'appui à quelque chose. Dans un système théorique, le fondement est le principe ou l'ensemble des principes que suppose un édifice conceptuel parce qu'il repose sur lui. Persuader, convaincre. La persuasion est un usage de la parole purement rhétorique qui joue plus sur les affects que sur la raison. L'usage de la parole reposant sur la conviction est rationnel. Il s'adresse à l'intelligence de tout homme sans manipuler ses sentiments. Persuader, c'est amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose par une argumentation logique ou faisant appel au sentiment, ou encore c'est amener quelqu'un à faire quelque chose. Convaincre, c'est amener quelqu'un par des preuves ou par un raisonnement irréfutable à admettre quelque chose comme vrai ou comme nécessaire. Ressemblance, analogie. Un raisonnement par analogie établit un parallèle entre une réalité abstraite et des objets concrets. Procéder en cherchant des ressemblances, c'est procéder en faisant des inductions pour les généraliser. Une ressemblance est une similitude d'aspect physique et ou de comportement entre deux ou plusieurs personnes, par analogie entre animaux. Ou encore c'est une similitude d'aspect, d'usage, etc. entre deux ou plusieurs choses de même espèce ou d'espèces voisines. Dans un sens plus général, la ressemblance désigne un ensemble de traits ou éléments communs. Une analogie est un rapport de ressemblance, d'identité partielle entre des réalités différentes préalablement soumises à comparaison. Principe-conséquence. Un principe est un énoncé à portée générale dont on peut tirer logiquement des conséquences. Un principe est l'origine première d'une chose, un début absolu. Un principe peut encore être la cause active de quelque chose, ce qui a la propriété de produire certains effets. Un principe est une propriété évidente et indémontrable, présupposée dans toute opération déductive. Une conséquence est une suite logique à un principe. En théorie, en pratique. Le plan de la théorie est celui de la représentation, le plan de la pratique est celui de la mise en œuvre de l'action. Est en théorie ce qui relève de connaissances abstraites, spéculatives, indépendantes des applications. Est en pratique ce qui vise à appliquer une théorie ou qui recherche des résultats concrets, positifs. Transcendant, immanent. Est transcendant ce qui est au-delà des phénomènes, est immanent ce qui se situe en deçà. Est transcendant ce qui se situe au-delà du domaine pris comme référence, en particulier ce qui est au-dessus et d'une nature radicalement supérieure. Est immanent ce qui est impliqué dans un principe ou une cause. Universel, général, particulier, singulier. L'universel est le principe qui s'applique à toute chose. Le général résulte d'un processus d'induction à partir des faits, la généralisation. Le particulier est le contraire de l'universel. Le singulier est la synthèse de l'universel et du particulier. Est universel ce qui s'étend à l'univers entier, ce qui embrasse la totalité des êtres et des choses. Et général ce qui se rapporte à la totalité des cas ou des individus, c'est ce qui est le fait de tous ou ce qui concerne le tout. Et particulier ce qui appartient en propre d'une manière exclusive à quelqu'un, à quelque chose ou à un ensemble de personnes ou de choses. Et singulier ce qui est seul, ce qui est à part. C'est ce qui est unique ou ce qui est pris isolément, indépendamment des autres éléments du groupe auquel il appartient. Pour être alors de véritables philosophes, il faut donc maîtriser les notions, les repères, mais également les auteurs. Et oui, il vous faut maîtriser la pensée de plusieurs auteurs pour voir quels sont ceux avec qui vous partagez certaines valeurs, certaines pensées, ainsi que certaines théories. Mais ensuite, pour être capable de les exposer, de les citer et de les comparer, pourquoi pas de les argumenter. Le texte suivant est intitulé « Les auteurs ». L'étude d'œuvres des auteurs majeurs est un élément constitutif de toute culture philosophique. Il ne s'agit pas, au travers d'un survol historique, de recueillir une information factuelle sur des doctrines ou des courants d'idées, mais bien d'enrichir la réflexion de l'élève sur les problèmes philosophiques par une connaissance directe de leur formulation et de leur développement les plus authentiques. C'est pourquoi le professeur ne dissociera pas l'explication et le commentaire des textes du traitement des notions figurant au programme. Pour que cette étude soit pleinement instructive, les œuvres retenues feront l'objet d'un commentaire suivi, soit dans leur intégralité, soit au travers de parties significatives, pourvu que celle-ci ait une certaine ampleur, forme un tout et présente un caractère de continuité. Bien entendu, le professeur peut utiliser aussi, pour les besoins de son enseignement, des extraits d'écrits dont les auteurs ne figurent pas sur cette liste. Mais quelle est cette liste d'auteurs? Et quels sont ces auteurs? Réfléchissez à tous les auteurs auxquels vous pensez.
Nous venons de voir les notions, les repères, et je suppose que vous prenez déjà peur. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas vous dévoiler la liste des auteurs. Nous les verrons de toute façon au fur et à mesure, et la liste d'auteurs est chargée. Mais ne prenez pas peur, bientôt certains d'entre eux seront des références pour vous. Une clé supplémentaire pour enrichir vos argumentations philosophiques. Et quelle argumentation ? Sous quelle forme? Si vous êtes lycéen ou étudiant, le jour de l'examen, on vous demandera de prouver vos compétences philosophiques par écrit ou peut-être même à l'oral, soit par dissertation philosophique, soit par commentaire de texte philosophique. Et ça aussi, ça s'apprend. Le texte suivant est intitulé « Apprentissage de la réflexion philosophique ». Les formes de discours écrits les plus appropriées pour évaluer le travail des élèves en philosophie sont la dissertation et l'explication de texte. La dissertation est l'étude méthodique et progressive des diverses dimensions d'une question donnée. À partir d'une première définition de l'intérêt de cette question et de la formulation du ou des problèmes qui s'y trouvent impliqués, l'élève développe une analyse suivie et cohérente correspondant à ces problèmes, analyse nourrie d'exemples et mobilisant avec le discernement nécessaire les connaissances et les instruments conceptuels à sa disposition. L'explication s'attache à dégager les enjeux philosophiques et la démarche caractéristique d'un texte de longueur restreinte. En interrogeant de manière systématique la lettre de ce texte, elle précise le sens et la fonction conceptuelle des termes employés, met en évidence les éléments implicites du propos et décompose les moments de l'argumentation sans jamais séparer l'analyse formelle d'un souci de compréhension de fond portant sur le problème traité et sur l'intérêt philosophique de la position construite et assumée par l'auteur. Dissertation et explication de texte sont deux exercices complets qui reposent d'abord sur l'acquisition d'un certain nombre de normes générales du travail intellectuel, telles que l'obligation d'exprimer ses idées sous la forme la plus simple et la plus nuancée possible, celle de n'introduire que des termes dont on est en mesure de justifier l'emploi, celle de préciser parmi les sens d'un mot celui qui est pertinent pour le raisonnement que l'on conduit, etc. Les deux exercices permettent de former et de vérifier l'aptitude de l'élève à utiliser les concepts élaborés et les réflexions développées, ainsi qu'à transposer dans un travail philosophique personnel et vivant les connaissances acquises par l'étude des notions et des œuvres. La maîtrise des distinctions contenues dans la liste des repères aide l'élève à analyser et à comprendre les sujets et les textes proposés à la réflexion et à construire un propos conceptuellement organisé. Les exigences associées à ces exercices tels qu'ils sont proposés et enseignés en classe terminale ne portent donc ni sur des règles purement formelles ni sur la démonstration d'une culture et d'une capacité intellectuelle hors de portée. Elles se ramènent aux conditions élémentaires de la réflexion et à la demande faite à l'élève d'assumer de manière personnelle et entière la responsabilité de la construction et du détail de son propos. Les capacités à mobiliser reposent largement sur les acquis de la formation scolaire antérieure. Elles consistent principalement à introduire à un problème, à mener ou analyser un raisonnement, à apprécier la valeur d'un argument, à exposer et discuter une thèse pertinente par rapport à un problème bien défini, à rechercher un exemple illustrant un concept ou une difficulté, à établir ou restituer une transition entre deux idées, à élaborer une conclusion. Elles sont régulièrement développées et vérifiées au cours de l'année scolaire, que ce soit sous forme écrite ou sous forme orale, dans le cadre de devoirs complets ou d'exercices préparatoires correspondant particulièrement à l'une ou l'autre d'entre elles. Il n'y a pas lieu de fournir une liste exhaustive des démarches propres au travail philosophique, ni par conséquent une définition limitative des conditions méthodologiques de leur assimilation. Le professeur doit lui-même donner dans l'agencement de son cours l'exemple de ces diverses démarches, exemple dont l'élève pourra s'inspirer dans les développements qu'il aura à construire et dans l'approche des textes qu'il aura à expliquer. Il lui revient en même temps d'en faire percevoir le bénéfice aux élèves, non seulement pour l'amélioration de leurs résultats scolaires, mais plus généralement pour la maîtrise de leur propre pensée et pour son expression la plus claire et convaincante. Pour vous aider à enrichir vos connaissances, à chaque rubrique, nous traiterons d'un thème philosophique en essayant de vous fournir le maximum de clés pour être apte à rédiger une dissertation ou encore à commenter un texte philosophique. Quelquefois, nous terminerons la rubrique avec des sujets de dissertation philosophique. Commençons tout de suite.